Salut Sébastien, Bonjour Serge, merci pour l'invitation. comment vas-tu? Très bien, merci. Écoute, merci à toi pour ton temps. En plus, on est en décalage tous les deux. Du Ouais, coup, je vais te poser pas mal de questions. Ça me fait plaisir de t'avoir enfin en interview parce qu'on avait pas mal galéré exact. avec chacun de nos Ah agendas. ouais. Je vais commencer par une question très très simple, hein. Juste, est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es? Yes. Moi, je m'appelle Sébastien Feuchot, j'ai 37 ans aujourd'hui. Alors moi, je suis dans l'immobilier depuis 20 ans. En fait, j'ai commencé en 2003 l'immobilier en faisant un BTS profession immobilière en alternance. Suite à ça, j'ai commencé à travailler dans l'agence de mon père en tant qu'agent immobilier. En 2007, j'ai également passé un diplôme pour être expert immobilier en valeur vénale, c'est-à-dire que j'estimais les biens immobiliers, la valeur vénale des biens immobiliers. Et en fait, les experts interviennent essentiellement dans le cadre soit d'obligations fiscales, par exemple quelqu'un qui déclare l'ISF, qui doit payer des impôts sur l'ISF, qui veut être sûr de l'évaluation de son patrimoine, soit dans le cadre souvent de litiges, s'il y a des divorces, s'il y en a un qui veut racheter la part de l'autre, qui sont pas d'accord sur le prix, là, les juges mandatent des experts, donc j'ai également exercé cette activité. En 2009, j'ai repris les deux agences immobilières de mon père, donc j'ai commencé à être gérant d'agence immobilière. Donc on faisait de la transaction, de la location, de la gestion locative. Et donc moi j'avais toujours en parallèle mon activité d'expert en valeur vénale. Et ensuite, je crois à partir de 2010, j'ai commencé à faire de la promotion immobilière également. Donc j'étais co-gérant avec une autre personne et on a construit avec cette société 27 villas et deux petits immeubles. Donc voilà, au final, ça fait 15 ans d'expérience professionnelle en immobilier avec des agences immobilières, de la transaction, location, gestion locative, expert en valeur vénale et promoteur immobilier. Et suite à ça, voilà, j'étais jeune, beaucoup de boulot, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'enjeux financiers, et je me suis tapé un bon burn-out en 2015. Et là, j'ai commencé à réfléchir sur le sens de la vie, parce qu'en fait, depuis le début, j'étais focus sur ma carrière. En fait, c'est un petit peu ce qu'on nous enseigne dans le système français et même européen, travaille un maximum, gagne ta vie, cotise pour la retraite, etc. J'étais focus sur ma carrière, sur les chiffres d'affaires de mes différentes sociétés, mes objectifs, mes ambitions. Et voilà, et à un moment donné, tu te retrouves sur un lit d'hôpital, l'année en plus où j'ai gagné le plus d'argent. Et là, tu commences à réfléchir à la vie différemment. Et c'est là que j'ai eu ce déclic en me disant, OK, c'est bien, je gagne bien ma vie, j'ai une belle situation sociale, j'ai une belle voiture, voilà, je suis assez confortable, mais j'ai aucun temps pour moi, aucun temps pour mes proches, aucun temps pour mes passions ou quoi que ce soit. Et finalement, c'est pas la vie que je veux, en fait. Donc, à partir de là, j'ai réfléchi à comment faire. En fait, la solution était sous mes yeux, c'est que depuis toujours et encore même aujourd'hui en 2023, l'immobilier, c'est quand même le meilleur moyen de gagner sa liberté financière. Ça faisait 15 ans que je travaillais dans le domaine, mais que je passais mes journées à aider mes clients à faire des affaires. J'en avais fait quelques-unes pour moi, mais pas tant que ça, parce qu'encore une fois, j'étais focus sur mes sociétés. Et finalement, c'est suite à ce burn-out que je me suis dit, OK, Seb, en fait, maintenant, je vais mettre vraiment mes compétences au profit de mes propres intérêts. Et en parallèle, j'ai fermé ou vendu mes sociétés. Et depuis 2018, je vis à Bali entre deux voyages. Donc là, ça fait maintenant 5 ans que je suis à Bali. Et depuis 2020, en fait, quand je suis parti à Bali, j'avais pas forcément, j'avais même pas du tout prévu de faire de l'immobilier, en tout cas pas pour les autres. En faire pour moi, oui, mais pas pour les autres. Et en fait, quand je suis arrivé à Bali, tous les jours presque, j'avais des contacts de mes anciens clients, d'amis, de collègues, etc., qui m'appelaient, qui m'envoyaient des WhatsApp, des emails pour avoir mon avis sur leur projet parce qu'ils me connaissaient en tant que professionnel de l'immobilier, ils connaissaient mon expérience. Et puis voilà, au fur et à mesure des semaines, des mois, je me suis dit merde, en fait, j'ai quand même beaucoup d'expérience, je pourrais transmettre ça et aider beaucoup de personnes à éviter déjà les erreurs dans leur projet et surtout à eux aussi s'enrichir financièrement et enrichir leur vie. Donc j'ai commencé avec du coaching individuel. Et puis en fait, j'ai vite été débordé de demandes parce que le coaching individuel, ça prend du temps. Donc je pouvais pas prendre plus de 5, 6 clients pour vraiment les suivre de manière personnalisée. Et donc en 2020, j'ai décidé de lancer ma propre formation. Voilà, c'était à peu près mi-2020 pour pouvoir aider un maximum de personnes à réaliser des projets immobiliers qui soient à la fois sécurisés, adaptés et surtout qui leur apportent de l'argent maintenant. Voilà à peu près. Ok, en tout cas, merci pour cette belle présentation. Alors du coup, je reviens un peu au début de ce que tu as dit.
Qu'est-ce qui a fait en final pourquoi tu t'es dirigé vers l'immobilier, en tout cas pendant tes études? Est-ce que il y avait c'est par rapport à ton père ou voilà, t'as choisi ça au hasard ou Alors, oui et non. En fait, moi, toute ma vie, j'ai rêvé, enfin, je rêvais. Mon truc, c'était le dessin, l'art en général. Et donc, quasiment toute ma scolarité, jusqu'à mes 18 ans, mon plan, c'était d'intégrer des écoles de dessin. J'avais même passé des entretiens. J'étais accepté aux Beaux-Arts à Lyon, aux Beaux-Arts à Genève également, et dans une autre école, l'école Condé à Lyon. Et mon but, c'était soit d'être designer voitures, soit d'être architecte. Et en fait, en passant les entretiens avec ces écoles de dessin, ils m'ont bien fait comprendre que bah, déjà, c'était 7 années d'études qui coûtent très cher. Et voilà, ma famille, même si mon père était dans l'immobilier, il a aussi connu des périodes difficiles et on n'était pas forcément très riches à l'époque. Enfin, ils n'étaient pas forcément très riches à l'époque. Et malgré 7 années d'études, bah, il y avait 50% des gens qui sortaient de ces écoles qui n'avaient pas de travail. Et donc ça, bah, moi, ça m'a quand même bien refroidi. Et mon père, lui, en parallèle, il parlait jamais de son travail à la maison et je m'y intéressais pas. Et vraiment, même mes parents me supportaient dans mon envie d'être soit architecte, soit designer. Donc, l'idée de faire de l'immobilier, c'est vraiment venu au dernier moment. En fait, ça s'est passé lorsque bah, j'étais en terminale, peut-être, je sais pas, 3 mois avant le bac, où on a eu une journée dans ma classe où ils ont fait venir des professionnels de différentes professions pour parler avec nous, pour qu'on puisse leur poser des questions sur leur travail, qu'est-ce que c'est concrètement et qu'est-ce que c'est leur quotidien, etc. Et en fait, là, moi, je m'en foutais un petit peu parce que moi, mon plan, c'était de faire du dessin et j'étais OK avec cette idée. Et là, ce jour-là, il y avait bah, un agent immobilier et moi, j'attendais, j'avais pas envie de parler avec ces gens parce que je savais ce que je voulais faire. Et ma prof m'a un peu poussé en me disant, il y a un agent immobilier là, qui est tout seul, toi, tu es tout seul, va lui parler. Et en fait, c'est un peu la première fois de ma vie que j'ai parlé d'immobilier, où j'ai posé la question à cette personne, bah, concrètement, c'est quoi ton quotidien? Est-ce que tu es dehors, au bureau? Qu'est-ce que tu dois faire, etc. Même si mon père était lui-même voilà, patron d'agence, je savais pas trop concrètement ce que c'était que le travail d'un agent immobilier. Pour moi, c'était juste aller visiter des maisons. Ça, en fait, c'est 10% du taf d'un agent immobilier. Et en fait, bah, cette personne, je dirais, m'a donné envie d'en savoir plus. Et donc, c'est là la première fois de ma vie où je suis rentré chez moi. J'ai commencé à bombarder mon père de questions, voilà, sur ce travail. Et surtout, bah, quelque part, c'était un travail qui m'a intéressé dans le sens où ça avait l'air très varié. Chaque journée est différente. On rencontre beaucoup de monde aussi. Bah, tous les jours, on rencontre de nouvelles personnes. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a attiré aussi. Ensuite, pour avoir une carte professionnelle et pouvoir gérer une agence immobilière, le chemin le plus court, c'est de faire un BTS, donc c'est seulement 2 années d'études. Et j'avais, entre guillemets, la sécurité de l'emploi, puisque mon père étant gérant d'une agence immobilière, bah, j'étais à peu près sûr d'avoir du travail à la fin de mes études. Donc ça s'est vraiment fait au dernier moment, quelques mois avant le bac, où j'ai décidé finalement, une fois que j'ai obtenu mon bac, bah, d'intégrer l'école Sansu à Lyon pour passer ce BTS profession immobilière, quoi. Donc ça s'est vraiment fait ouais, un petit peu par hasard, quoi, je dirais. Ok, ça marche. Et du coup, alors c'est une question un peu plus personnelle, mais tu parlais tout à l'heure de burn-out. Euh, Ouais. moi, j'ai presque connu ça aussi. Est-ce que tu as des conseils, toi, à donner aux gens qui vivent un burn-out ou qui sont sur le point de le vivre, tu vois, que tu le sens arriver, toi, le truc. Ah ouais, Et clairement. comment tu t'en es sorti, quoi? Est-ce que tu as des conseils à donner à ces gens-là dans ces situations-là? Ouais, Comment tu as ouais. fait pour rebondir, en fait? Ouais, carrément. Comme tu dis déjà, en vrai, on le sent venir. Moi, c'était une période où je faisais 15 kilos de moins qu'aujourd'hui. Je dormais pas, ou alors pour dormir, il fallait que je prenne bah, des somnifères, concrètement. Je tournais à 10-15 cafés par jour. Ça m'arrivait assez régulièrement, 2-3 fois par semaine, même de m'évanouir. Donc voilà, j'étais très mal physiquement, une mauvaise hygiène de vie, mais qui était aussi liée au fait que je travaillais 15-16 heures par jour, donc j'avais pas le temps de faire du sport, de prendre soin de moi, d'avoir du temps libre, de relaxer ou quoi que ce soit. C'est vraiment un cercle vicieux. Donc on le sent venir quand même. Mais voilà, moi j'étais patron de mes sociétés. C'était mon argent, mes responsabilités, mes employés. Et bah, c'est quasiment impossible de dire stop en fait. Même le dimanche ou même si je partais en vacances à l'autre bout du monde à New York, j'avais 100 emails par jour. Encore une fois, c'était mon argent, mes responsabilités. J'étais obligé d'ouvrir mes emails. Donc c'était vraiment du non-stop, du non-stop. Je l'ai senti venir et en même temps, bah, je savais pas comment arrêter la machine qui était en route. Et, euh, et voilà quoi. Et à un moment donné, bah, je me suis retrouvé à l'hôpital
en très mauvaise santé physique et très mauvaise santé morale, hein, clairement, parce que derrière, il y a de la dépression qui s'installe. Et comment l'éviter? Je dirais que écouter son corps, parce que c'est quand même la base. Souvent, c'est le corps qui donne les premiers signaux. Donc, quand à un moment donné, tu es stressé 24 sur 24, tu fumes un paquet de clopes par jour, 10 cafés, que tu dors plus, que t'es limite isolé, t'as plus trop d'amis, plus trop quoi que ce soit, et que ta vie c'est vraiment boulot, 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 et qu'il y a plus de temps pour toi, voilà, savoir écouter son corps et puis sa tête aussi, et puis essayer, c'est pas toujours évident, comme pour moi ça paraissait presque impossible, mais de prendre du temps pour soi, et j'ai encore un petit peu ce défaut aujourd'hui, malgré cette expérience qui était vraiment très, très, très dure, où quand je suis motivé sur un truc, j'ai du mal à me dire ok, j'arrête de bosser. Je vois, j'ai des potes qui ont cette discipline, qui bossent à fond pendant du lundi au vendredi, mais le week-end, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordi, il n'y a rien du tout. Et moi, c'est vrai que j'ai encore c'est un petit peu cette tendance-là où quand j'ai un objectif devant moi, je suis capable d'enchaîner des semaines et des semaines sans prendre un jour off. Donc voilà, vraiment écouter son corps, écouter sa tête, écouter son entourage, parce que aussi nos proches sont souvent aussi les premiers à nous dire lève le pied parce que là je vois bien quelque chose qui va de moins en moins bien avec toi et, euh, et savoir prendre du temps pour soi en fait et parfois c'est des petites choses mais juste 1 heure par jour, faire 10 minutes de méditation, 30 minutes de sport, sortir se promener dans la nature, enfin voilà, plein de petites choses qui font du bien et à la tête et au corps. Il faut savoir le faire en fait, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on a une machine qui est lancée, qu'on est responsable de ce qui se passe dans nos sociétés, d'arrêter cette machine. Donc voilà, déjà écouter son corps et et après pour rebondir, en fait je dirais que c'était presque plus simple de rebondir une fois que tu as touché le fond, malheureusement. Et c'est pour ça que si on peut rebondir avant d'avoir touché le fond, c'est quand même beaucoup mieux parce que je suis vraiment passé par des phases très, 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 très difficiles moralement. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu touches le fond, c'est là que tu décliques et c'est là que tu dis, merde, ok, j'ai 30 ans. Je gagne très bien ma vie. Beaucoup de gens autour de moi, entre guillemets, me jalousent mon vie parce que matériellement, ça se passe bien, socialement, ça se passe bien, etc. En attendant, moi, mon quotidien, c'est que du boulot, boulot, boulot. Et la vie, elle est trop courte pour la passer à travailler, en fait. Certes, ça fait partie des choses qu'on doit faire parce qu'on est dans un système capitaliste où on a besoin d'argent. Mais il n'y a pas que ça. Et quand tu es à moitié mort à 30 ans sur un lit d'hôpital, là, tu te rends compte que vraiment la vie est courte et qu'il faut trouver la juste balance entre gagner sa vie pour avoir une vie confortable et pouvoir se payer ce qu'on a envie de se payer, je dirais, mais aussi avoir du temps parce que finalement, aujourd'hui, c'est ce que je recherche le plus. Euh, voilà, il y en a qui sortent de la rat race, donc du système métro boulot dodo. À Bali, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont sortis de ça, qui sont devenus entrepreneurs en ligne, parfois très successful, mais quand je vois leur vie, j'en ai pas envie du tout parce qu'ils sont finalement tombés dans ce que j'appelle une golden race, où c'est la course aux millions d'euros, etc. Et finalement, ils font que bosser aussi. Alors certes, ils sont successful, mais pareil, ils prennent même pas le temps pour eux. Et même quand ils voyagent, au final, ils restent dans leur chambre d'hôtel sur leur ordi pour bosser. Et moi, je dirais que je suis plus à la course, à la time race. C'est voilà, d'avoir du temps pour moi, pour mes proches, pour mes passions, pour voyager, etc. Donc après, chacun son truc. Je pense que ça dépend aussi de ton âge. Hein. Quand t'as 20, 25 ans, jusqu'à 30 ans, pourquoi pas charbonner au maximum dans le but justement derrière d'être un peu plus libre. Voilà, chacun sa personnalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je préfère, je dirais, pour donner des chiffres au pif, hein, je préfère gagner 5 000 € par mois et travailler à mi-temps que de gagner 10 000 € pour travailler à plein temps. D'après ce que j'ai vécu, mon expérience, voilà, c'est comme ça que je trouve mon bonheur dans la vie et quand j'ai du temps tous les jours pour faire des choses qui me plaisent, voilà, des choses personnelles en fait surtout, et pas que seulement travailler, même si j'aime ce que je fais au niveau professionnel, quoi. Ok, donc du coup, merci pour ce partage, parce que c'est des choses quand même assez intimes de parler de son burn-out. Du coup, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, si vous êtes dans une phase de burn-out ou si vous sentez que vous allez y arriver, j'espère que vous avez bien écouté les conseils de Sébastien. Alors, tu parlais tout à l'heure d'un déclic pour l'investissement immobilier, après du coup ce burn-out. Avec le recul, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que t'a apporté l'investissement immobilier dans ta vie? Cette liberté que j'ai depuis 5 ans finalement. Euh, en fait, alors moi je suis pas forcément le plus gros rentier.
Néanmoins, j'ai la vie de mes rêves. En fait, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que je vivais, je travaillais à la frontière suisse, donc sur un secteur qui est très très cher, et c'est le genre de secteur sur lequel il n'y a pas de rentabilité. Donc j'avais fait plusieurs projets au cours de ma carrière, mais uniquement des projets d'achat-revente. Donc j'ai fait des grosses plus-values, mais c'est pas des rentes qui te permettent de vivre à Bali pendant 5 ans sans rien faire et que ça tombe tout seul du ciel. Et c'est vraiment à ce moment où j'ai eu ce burn-out que je me suis dit, ok, en fait, il faut que j'arrête de faire de l'achat-revente. Il faut que je commence à faire de l'investissement locatif pour pouvoir toucher des rentes passives, pour pouvoir être libre géographiquement, ce qui pour moi est le plus important. Je préfère voilà, voyager, m'acheter des billets d'avion plutôt que d'acheter une Ferrari. Après, chacun son truc. Mais moi, c'est ce que je voulais. C'était avant tout une liberté géographique. Bien sûr, la liberté financière, parce que c'est ce qui permet de payer tout ça. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire finalement de l'investissement locatif assez tard. Mais voilà, je suis pas le plus gros rentier, mais j'ai enfin, voilà, on peut le constater sur Instagram, de quoi vivre une vie quand même très confortable à Bali, de voyager tous les 2 mois grâce à mes rentes passives. Néanmoins, là justement, j'ai prévu le mois prochain de rentrer en France. Ça me réjouit pas forcément beaucoup, mais c'est pour de bonnes raisons. Alors déjà pour voir la famille, parce que c'est vrai que c'est pas toujours drôle d'être expatrié ou de vivre à l'étranger. Il y a aussi des sacrifices à faire. Et aussi pour en fait profiter de cette année 2023 qui pour moi je pense va être un bon moment pour investir, pour pouvoir faire plus d'investissements locatifs et augmenter mes rentes pour être encore un peu plus confortable. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le meilleur moyen encore aujourd'hui, même en 2023, d'avoir une liberté financière, géographique et temporelle, parce que c'est depuis toujours, et les chiffres écrasent la polémique, le domaine qui a créé le plus de richesses, et surtout par rapport à de la bourse ou de la crypto, les rentes en immobilier sont déjà prévisibles. Voilà, on sait qu'il va peut-être y avoir une baisse, peut-être pas, etc. Mais on peut quand même anticiper par rapport à la crypto ou la bourse qui peut dégringoler de 50% en 24 heures. Ça, c'est juste impossible en immobilier. Et c'est des rentes qui sont stables et c'est des rentes qui sont sécurisées. Quand on sait faire une étude de marché pour savoir où investir, être sûr qu'il y a de la demande en face, quand on sait choisir son locataire, quand on sait signer les bonnes assurances pour que s'il y a un problème avec le locataire, qu'on soit payé par l'assurance, voilà, on peut vraiment se projeter sur 5, 10, 15 ans et à quelques euros près, de savoir ce qu'on va toucher tous les mois. Et surtout, la grosse force de l'immobilier, c'est qu'il y a cet effet de levier bancaire. Même si aujourd'hui, c'est clairement plus difficile d'obtenir un crédit immobilier, c'est toujours possible. Et j'ai encore 2 élèves qui, en décembre 2022, donc il y a moins de 2 mois, ont encore décroché des crédits à 110%. Donc, avec une vraie méthode et des projets qui tiennent la route en face, c'est encore possible. Et c'est vrai que cet effet de levier bancaire, ça permet à, bon, je dirais, tout le monde, à partir du moment où on a un salaire, de pouvoir commencer à investir. Parce que même si tu as 5 000 euros d'apport, ce qui est déjà pas mal, si tu les mets en bourse ou en crypto, avant d'être rentier, soit il faut avoir beaucoup de chance, soit il va falloir attendre longtemps et puis continuer à mettre de l'argent dans ta crypto ou en bourse. Alors qu'avec l'immobilier, avec 5 000 euros, on peut lever 100, 150 000 euros et on fait travailler de l'argent. Enfin, on fait travailler 150 000 euros et pas seulement 5 000 euros. Donc pour moi, c'est ça aussi, voilà, l'un des gros points forts de l'immobilier. Et encore une fois, il y a des chiffres. Vous pouvez taper sur Google BFM millionnaire immobilier. Il y a un article qui date d'1 an et demi à peu près, qui dit que encore une fois le nombre de millionnaires en France a augmenté et que ce qui explique en grande partie ces millionnaires, c'est l'immobilier. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas rentable, c'est pas la bonne période, ceci, cela. Voilà, en attendant, ça fait 100 ans que c'est le domaine qui crée le plus de richesses. Et c'est vraiment un domaine qui est accessible, même si on gagne le SMIC. Moi, j'ai des élèves dans ma formation qui gagnent le SMIC, qui ont fait un projet qui leur apporte déjà 400 euros de bénéfices mensuels après impôt. Donc, en gros, ils ont augmenté leur salaire de 40% avec un seul projet en immobilier. Donc, on peut vraiment commencer avec, je dirais, de petits moyens. Et si on fait des bons projets qui à chaque fois nous enrichissent, on va pouvoir enchaîner les projets. Et parfois en 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend après combien de temps on s'implique dans nos investissements, etc. Et puis surtout, si on a la bonne méthode, on peut vraiment remplacer son salaire par des rentes et commencer à avoir une vie beaucoup plus confortable et plus alignée avec nos envies, quoi.
Très bien. Alors du coup, tout à l'heure, tu as fait la transition par toi-même, donc c'est cool. Tu disais que tu allais rentrer en France et qu'en plus, sur cette année 2023, ça allait être, il y allait avoir des opportunités pour l'investissement immobilier. Alors justement, tu vois, moi, j'arrive sur la chaîne, je te découvre, je me dis, OK, je veux me lancer dans l'investissement immobilier. Est-ce que en 2023, est-ce qu'on peut toujours investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est une bonne période? Est-ce qu'il faut pas attendre? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, En, en vrai, déjà, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise période. Ce qu'il faut juste savoir faire, c'est s'adapter à la période. Il y a des périodes comme on l'a vécu ces dernières années où les taux étaient très bas, mais les prix augmentaient très vite et même pendant l'après-Covid, où tout le monde pensait que l'immobilier allait se casser la gueule. En fait, il a toujours augmenté à coup de 7-8% par année. Et il y a des périodes comme on va peut-être vivre, ce qui n'est pas encore le cas, hein, mais en 2023, peut-être 2024, où on va avoir au moins un ralentissement de l'augmentation, peut-être même une baisse des prix par rapport à la situation mondiale en général, par rapport à l'après-Covid, la guerre, l'inflation, et aussi par rapport à cette augmentation des taux d'intérêt pour les crédits immobiliers. En fait, ce qui se passe, et ça, moi, je l'ai bien vécu en 2008. J'étais donc patron de 3 agences immobilières à ce moment-là, et c'est même pas enfin, c'est pas les, comment, je dirais, c'est pas la situation, c'est pas les faits qui créent une crise, c'est la réaction des gens par rapport à ces faits. C'est qu'à partir du moment où on entend sur TF1, sur BFM ou n'importe quel média, ouh là là, attention, les prix vont baisser, les taux augmentent, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe en fait? Les gens ont peur parce qu'ils manquent de connaissances. Pour eux, ils ont peur. Et donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Ouh là, on pensait acheter en 2023. Ça sent pas très bon d'après ce qu'ils disent sur BFM. Donc, on va faire le dos rond. On va mettre notre projet d'achat, que ce soit RP ou investissement, de côté. Et on verra quand ça repart. Et en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est comme le Bitcoin. Il y a 2 ans, il y a 1 an, 2 ans, quand le Bitcoin était à 40, 50 000 dollars, tout le monde en parlait. Je me faisais targeter tous les jours sur Internet, envoyer des pubs dans tous les sens pour des formations, pour investir dans le Bitcoin, etc. Et maintenant qu'il est à, je sais pas combien, 20 000 dollars, plus personne veut en acheter, plus personne en parle. Et en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, c'est acheter au creux de la vague et revendre au sommet. Et donc pour moi, 2023, voilà, il y a déjà des gens qui ont peur d'investir. Il y a déjà des gens qui se disent, oula, les taux d'intérêt sont trop élevés pour investir, alors que là, aujourd'hui, on est à 3, 3,5. Moi, personnellement, j'ai commencé à investir, ils étaient à 5, et ça m'a pas empêché de faire peut-être mes meilleurs projets dans cette période-là. Donc voilà, pour moi, ça va être une bonne période parce que beaucoup de gens qui étaient du côté de la demande, acheteurs, vont s'effacer, ils vont passer à la location. Donc en fait, c'est toujours comme dans tous les business, une question d'offre et de demande. Si la demande, elle baisse à l'achat parce que les gens ont peur ou parce que les taux d'intérêt augmentent ou quoi que ce soit, ça veut dire que tous ces gens-là vont se retourner vers la location. Et si la demande, elle baisse à l'achat, logiquement, ça veut dire que les prix de l'offre vont baisser. Donc si tu achètes moins cher et que tu loues plus cher parce que toute cette demande-là qui était à l'achat devient locataire, en fait, forcément, tu as de meilleures rentabilités. Donc effectivement, pour moi, 2023, ça sera peut-être, voilà, ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier, peut-être, hein, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore cette baisse des prix ou quoi que ce soit, mais c'est pas impossible que ça arrive. Ça sera peut-être la meilleure période depuis 20 ans que je suis dans l'immobilier pour investir, parce qu'on a toujours des taux, même à 3, même si ça monte à 4, voire 5%, ça reste très intéressant. Et derrière, on va avoir beaucoup de moins de demandes. Donc, il y a des gens qui ont déjà du mal à le vendre. Je le vois sur des groupes Facebook, ou moi j'ai un groupe Facebook où il y a plus de 5000 personnes. Des gens qui ont déjà du mal à vendre parce que justement, ces acheteurs ont peur, ils n'obtiennent plus leur crédit, etc. Et donc, on va pouvoir faire plus de négociations sur les biens que l'on achète. Donc, faire des bonnes affaires à l'achat, louer très cher. Et dans 2-3 ans, quand le marché aura repris, parce que le marché reprend tout le temps, parce qu'en fait, encore une fois, c'est une question d'offre et de demande. Et à partir du moment où la population, elle augmente, tout le monde a besoin d'un toit. Donc, ça veut dire que la demande continue d'augmenter. Donc, c'est aussi ce qui fait une des forces de l'immobilier, c'est que c'est stable parce qu'on a toujours cet effet de demande qui augmente. Donc, il n'y a pas de raison que les prix dégringolent. Et donc, on revend dans 2-3 ans avec des grosses plus-values. Donc, pour moi, ouais, 2023, ça peut être vraiment une super année, 2023, peut-être 2024 pour investir à condition d'avoir une méthode, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les banques ont clairement resserré les robinets. Mais quand on a la bonne méthode et qu'on se démarque des autres, c'est là qu'on va pouvoir obtenir des prêts, c'est là qu'on va pouvoir saisir les meilleures opportunités sur le marché et faire les meilleures affaires, en fait. Donc, voilà mon plan pour 2023. Je rentre en France, voilà, comme je te dis, il y a des raisons familiales, personnelles.
Mais dans ce but-là, d'entre guillemets, sacrifier 6 mois ou 12 mois pour pouvoir refaire plusieurs investissements et ensuite repartir à Bali ou ailleurs, reprendre ma liberté géographique, mais vraiment profiter de tout ce qui est en train de se passer, en fait. Voilà, et investir au maximum auprès de la vague. Bon, bah, nickel. En tout cas, si 2023 est une bonne période, c'est rassurant pour les personnes qui nous regardent ou nous écoutent. Et autre chose aussi, voilà, je suis débutant. On voit beaucoup parler sur Internet du taux d'usure, ce fameux taux. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est? Qu'est-ce que le taux d'usure et enfin à quoi ça sert? Et voilà, si tu as des infos. En fait, le taux d'usure, il a toujours existé. C'est juste que là, on en parle parce qu'on est dans une augmentation des taux. Le taux d'usure, c'est le taux maximum le taux minimum auquel peuvent prêter les banques. Parce que les banques, empruntent l'argent à la Banque centrale européenne avant de le prêter à nous, investisseurs particuliers. Et donc voilà, ce taux augmente. Donc forcément, les taux en banque pour les particuliers augmentent également. Le taux d'usure, déjà, il y a des astuces pour le faire baisser. On peut faire des emprunts en SCI, on peut faire des délégations d'assurance, c'est-à-dire prendre l'assurance du prêt dans les assurances. Mais surtout, il y a un truc que je voudrais expliquer, c'est que, en fait, même si les taux demain ils passent à 10%, moi personnellement, j'en ai rien à foutre. Je continue d'investir à fond. Pourquoi? En fait, faut bien comprendre une chose. Comment on calcule une rentabilité dans n'importe quel domaine? Par exemple, la bourse. C'est simple, c'est les gains annuels divisé par le montant investi. Donc en fait, concrètement, c'est combien tu mets dans ta poche à la fin de l'année divisé par combien tu as sorti de ta poche au début de l'année. Par exemple, tu mets 10 000 euros en bourse au début de l'année et au 31-12, tu as 11 000 euros. Tu as donc fait 1 000 euros de bénéfices. Donc tu as fait 10% de rentabilité. Ça correspond bien aux 10% des 10 000 euros que tu as sorti de ta poche. Tu vois? Tu me suis jusque-là? Et en fait, en immobilier, on fait tous un faux calcul, c'est qu'au lieu de prendre les gains annuels, donc ce qu'on va mettre dans notre poche et diviser par l'investissement, donc ce qu'on a sorti de notre poche, on va prendre les loyers annuels, ce qui est clairement pas les gains annuels, parce qu'en face d'un loyer, tout le monde le sait, il y a un crédit à rembourser, il y a des charges, il y a des taxes foncières, il y a des impôts, etc. Donc les loyers ne sont pas ce qu'on va mettre dans notre poche, et on va diviser pas parce qu'on a sorti de notre poche notre investissement, mais par la valeur du bien. Tu achètes un bien à 100 000 euros, on va diviser par 100 000. Mais si ces 100 000 euros, tu les as empruntés à la banque ou si tu as mis que 5 000 euros d'apport, c'est ça ton investissement. Donc en fait, si par exemple tu achètes un bien à 100 000 euros, mais que tu as mis que 5 000 euros d'apport dans ce bien, concrètement, tu as sorti 5 000 euros de ta poche. Si ce bien, à la fin de l'année, t'a permis de gagner 5 000 euros de cash flow, donc de bénéfices après impôt, en fait, ta rentabilité, elle est déjà de 100%. Tu as sorti 5 000 de ta poche, tu mets 5 000 de plus dans ta poche à la fin de l'année. Déjà à 100%. Ensuite, toute cette année-là, ton locataire, si tu as mis en location, il va rembourser ton prêt. Donc, tu as amorti ton prêt, donc tu dois de moins en moins d'argent à la banque. Donc, même si tu as acheté le bien 100 000 au début de l'année et que tu le vends 100 000 à la fin de l'année, vu que ta dette à la banque a baissé, là, tu gagnes encore peut-être 4 ou 5 000 euros de plus. Donc, tu es déjà à 200% de rentabilité. Et ensuite, si à la fin de l'année, tu fais ne serait-ce qu'une plus-value de 5 000 euros, ce qui est très facile en un an quand tu as un minimum de connaissances en immobilier, en fait, concrètement, tu as sorti 5 000 euros de ta poche qui, à la fin de l'année, te font gagner 15 000 euros. C'est ce que tu vas mettre réellement dans ta poche. Donc, tu as 300% de rentabilité. C'est comme ça qu'il faut calculer l'immobilier. C'est pour ça que l'immobilier, c'est le domaine qui crée le plus de richesse. Et voilà, le calcul qu'on fait tous, loyer divisé par prix de vente, il est complètement faux. Les loyers, c'est pas ce qu'on va mettre dans notre poche. Et prix de vente, c'est pas ce qu'on a sorti de notre poche. Si tu regardes concrètement combien je sors de ma poche et combien cet argent que j'ai sorti de ma poche va me permettre de mettre dans ma poche à la fin de l'année, on peut atteindre des rentas de 2, 3, 400% assez facilement en immobilier. Donc c'est pour ça, si tu empruntes l'argent à 5 ou 10%, mais derrière il te rapporte 300%, tout va bien. En fait, tu continues de t'enrichir pour t'endetter. Donc c'est pour ça que pour moi, l'augmentation des taux, euh, je m'en fous. Alors oui, clairement, ça va baisser un petit peu ta capacité d'emprunt, mais ça, c'est pas très grave. Peut-être qu'au lieu d'acheter un T3, tu vas acheter un T2, ce qui n'empêche pas d'investir dans l'immobilier. En parallèle, en principe, quand les taux augmentent, les prix diminuent un petit peu, donc ça compense un petit peu la hausse de tes futures mensualités. Et encore une fois, même si le taux est à 10%, moi personnellement, je m'en fous, je continue d'investir parce que je sais que que l'argent que je vais investir dans l'immobilier, l'argent de la banque, va me rapporter beaucoup plus que le taux auquel je vais l'emprunter. Donc ça, c'est aussi une chose que
il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent sur Internet et pourtant, bah, c'est des chiffres concrets. Et c'est pour ça que l'immobilier, c'est l'un vraiment, enfin, encore une fois, à ma connaissance, le secteur qui permet de gagner le plus d'argent et le plus facilement, quoi. Est-ce que j'ai été clair sur les calculs? Alors, d'habitude, je le présente avec des dessins, des graphes, etc. C'est vrai qu'à l'oral, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, comparons ce qui est comparable. Si on veut comparer l'immobilier avec la bourse, bah, les gains annuels, c'est pas les loyers, c'est le bénéfice, le cash flow. Et le, l'investissement, c'est pas le montant du bien, c'est notre rapport. Donc, si on fait le même calcul, on se rend vite compte que c'est beaucoup plus rentable que de la bourse ou même de la crypto ou quoi que ce soit, quoi. Bon, bah, en tout cas, Sébastien, merci pour toutes ces infos. Donc, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, hein, vous avez entendu hein, l'immobilier, et je le dis souvent aussi, hein, c'est le meilleur investissement. Et alors, bon, on parlera de ta formation après, mais ça y est, j'ai compris que 2023, c'était une bonne année. J'ai compris que l'immobilier, c'était le meilleur investissement. Et alors, c'est quoi la meilleure stratégie pour débuter? Enfin, déjà, est-ce qu'il y a une stratégie pour débuter? Voilà, qu'est-ce que toi, tu conseilles aux personnes qui débutent? Alors, je dirais qu'il y a, oui, peut-être une bonne stratégie pour débuter, mais ensuite, je peux t'en parler aussi, il y a aussi pas forcément de bonnes stratégies pour continuer. Euh, pour débuter, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai débuté, à l'époque, bah, j'en parle souvent dans les conférences, je gagnais, bah, je venais de commencer à travailler, donc je gagnais 1100 euros, 1150 euros net. Quand tu es agent immobilier, tu as des commissions, mais qui viennent plusieurs mois après, donc je gagnais vraiment 1150 euros net. J'avais pas d'apport. Et en fait, j'ai fait un projet d'achat-revente sur une résidence principale. J'ai eu à la fois, je dirais, les connaissances pour saisir l'opportunité, mais aussi la chance de tomber sur une super opportunité. En fait, tout simplement une personne qui venait d'hériter d'un bien, donc il n'avait pas de crédit ou quoi que ce soit, et il avait besoin d'argent rapidement pour faire un autre projet. Et donc, bah, il m'a dit clairement, je suis prêt à vendre moins cher que le prix du marché si je vends demain, plutôt que de vendre au prix du marché, mais attendre 6 mois. Et donc, j'ai fait un projet d'achat-revente sur une résidence principale. Et en 4 mois, sans faire de travaux, j'ai pris 65 000 euros de plus-value, donc net d'impôt. Donc ça, alors, c'était vraiment un peu le coup de bol, mais faire une plus-value de 10, 20, 30 000 euros avec un minimum de connaissances, en fonction des secteurs, ça peut être assez facile. Et quand on le fait sur une résidence principale, qu'on est exonéré d'impôts, bah, tout de suite, forcément, quand tu as 20, 30 000 euros à gauche, bah, derrière, tu vas pouvoir enchaîner les projets. Tu prends ces 30 000 euros, tu vas faire 3 projets d'investissement dans lesquels, si tu n'arrives pas à emprunter sans apport, bah, tu mets 10 000 euros dans chacun. Et puis, au bout d'un an ou deux, tu envoies un des trois, tu reprends 30 000 euros de plus-value et tu en rachètes 3 de plus. Et comme ça, en 2, 3 ans, tu peux avoir 5, 6, 7 biens alors que tu as commencé avec un salaire de 1 000 euros, quoi. Donc vraiment, pour commencer, je pense que voilà, l'achat-revente sur une résidence principale, ça peut être très très bien. Malheureusement, on peut pas le faire sans cesse, ou alors à un moment donné, il faut le faire en tant que marchand de biens, donc créer une société, payer des impôts, etc. Ce qui est aussi une très très bonne stratégie, hein, parce que encore une fois, sur des secteurs comme le mien, voilà, des secteurs où les prix sont élevés, où surtout le marché est dynamique et il augmente très rapidement, faire des plus-values de 20 000 euros, 30 000 euros sur un projet, c'est bah, tu gagnes 30 000 euros sur un projet peut-être en 6 mois, alors qu'avant de gagner 30 000 euros sur des rentes, même si tu as un super investissement qui te rapporte même 5, 600, 800 euros de cash flow par an, bah, ça va faire 10 000 euros par an, donc tu auras tes 30 000 euros en 3 ans. Donc c'est vrai que pour moi, l'achat-revente, c'est une bonne technique pour aller vite. Et en fait, pour moi, la bonne stratégie, c'est de mixer les deux. C'est à la fois bah, faire de l'investissement locatif pour avoir des rentes passives, bah, pour éventuellement remplacer son salaire par des rentes et gagner cette liberté, mais aussi savoir arbitrer son patrimoine, c'est-à-dire revendre des biens assez rapidement sur du court terme, peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, pour faire des plus-values, pour toujours avoir du cash et ne jamais être bloqué par les banques. Si un jour tu veux monter sur un autre projet et que la banque te demande un apport, eh bien tu as toujours de l'apport et tu peux vraiment enchaîner les projets plus rapidement. Donc ça déjà pour moi voilà c'est pour débuter achat-revente résidence principale, c'est une bonne technique. Bien sûr, il faut aller sur des secteurs qui s'y prêtent, hein, parce qu'il y a ça aussi, il faut bien le comprendre. Il y a des secteurs qui sont propices à faire de la rentabilité, du cash flow. Par exemple, je sais pas, tu prends Limoges, tu prends n'importe quelle annonce sur le Bon Coin à la vente, tu regardes les prix de location, tu fais du 10%. Sans connaissance, sans optimiser le projet, sans négocier, tu es déjà à 10% de renta. Par contre, tu regardes aussi l'historique des prix de vente, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas bougé.
Donc oui, tu vas faire des rentas. Au final, tu vas faire du cash flow, mais qui sera pas énorme parce que ton loyer, enfin voilà, quand tu loues un bien à 300 euros, même si tu as 10% de renta, tu vas avoir 50, 100 euros de cash flow. Donc avant de remplacer ton salaire, il va falloir faire beaucoup de projets. Et les jours où tu vends, tu gagnes pas d'argent, voire même t'en perds. Donc voilà, il y a des secteurs propices à la renta, au cash flow. Et il y a des secteurs propices, qui sont les secteurs là où c'est cher, je dirais, qui sont propices à faire de la plus-value et parfois même sans vraiment de connaissances, juste en profitant de l'augmentation naturelle du marché. En un an, tu peux faire des 10-20% de plus-value sur ton prix d'achat et voilà, faire des grosses sommes d'argent, faire des gros billets et enchaîner les projets comme ça. Donc voilà, pour moi déjà une bonne technique, c'est de mixer investissement locatif et achat-revente. Et après, je dirais qu'il n'y a pas il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. On voit beaucoup sur Internet des gens qui vendent voilà un petit peu la dernière méthode miracle à la mode. Fait de la LCD, investit dans les garages, fait de l'immeuble, fait du meublé, fait du vide, etc., etc. En fait, tout ça, ça peut être très très bien. Tout ça, ça peut être très très nul. En fait, ça va dépendre déjà de ton secteur, de ton budget, de ton profil d'investisseur, et ensuite, ça va dépendre de tes objectifs. Est-ce que tu veux un complément de revenu et éventuellement enchaîner les projets pour carrément être rentier, remplacer ton revenu par des rentes? Est-ce que tu veux préparer ta retraite? Est-ce que tu veux te constituer un patrimoine à léguer à tes enfants? Et c'est en fonction de ces deux choses-là, ta situation et tes objectifs, qu'on va choisir le bon projet. Et en fait, c'est de la logique, tu vois. Et à ton avis, est-ce qu'une personne qui a 50 000 euros de budget va faire les mêmes projets qu'une personne qui a 500 000 euros de budget? Clairement pas. Est-ce qu'une personne qui vit à Paris a raison de faire les mêmes projets qu'une personne qui vit dans la Creuse? Clairement pas non plus. Est-ce que faire de la LCD à Paris ou dans voilà dans des villes où il y a du tourisme, ça peut être un très bon plan? Si tu fais de la LCD dans la Creuse, bah ton appart sera vide, donc ça va pas marcher non plus. Donc toi, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment savoir faire une étude de marché, analyser son secteur pour savoir quelle est la demande sur son secteur. Ensuite, connaître son budget et voir, voilà, en fonction de son budget, est-ce que je peux acheter le type de bien qui correspond à la cible sur ce secteur? Est-ce que la cible, c'est plutôt des jeunes, il y a des étudiants et je peux faire de la location étudiante? Est-ce que la colocation, ça peut marcher? Est-ce que la location pour durée, tourisme, ça peut marcher? Est-ce que ça rentre dans mon budget? Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent en immobilier. Et ensuite, l'objectif. Bon, beaucoup de mes élèves, je dirais 80% de mes élèves, leur objectif, c'est complément de revenus dans un premier temps parce on peut, je dirais, enfin j'en ai un d'ailleurs qui a déjà remplacé son salaire en un seul projet, c'est aussi possible, mais souvent on fait deux, trois projets. Au début c'est un complément de revenus, on en fait deux, trois et après on remplace carrément notre revenu. Ça c'est je dirais l'objectif de 80% de mes clients. Mais j'ai aussi un client qui, par exemple, qui a une trentaine d'années et qui m'a dit, moi, mon objectif, c'est pas du tout d'être rentier. J'adore mon boulot. Je suis passionné par ce que je fais. Moi, ce que je veux, c'est avoir du patrimoine à léguer à mes enfants, les mettre à l'abri parce que, voilà, ils auront peut-être pas de retraite, etc. Et en m'embêtant un minimum. Et en fait, bah, cette personne, je lui ai dit, bah, écoute, t'as 30 ans, t'es à la retraite à 60 ans, peut-être 65, avec ce qui se passe en ce moment. Je lui ai dit, pourquoi pas t'achètes un garage par an. Le garage, c'est cool, c'est des petits investissements, il n'y a pas de travaux. C'est plus sécurisant d'avoir 10 garages à 10 000 que de mettre 100 000 euros dans un seul appartement, parce que si par hasard il y a un garage qui est vide ou un locataire qui paye pas, bah, t'as quand même 9 autres loyers qui rentrent. Il n'y a pas de travaux, il n'y a pas d'état des lieux. Euh, si le locataire ne paye pas, tu le mets dehors en une semaine parce que c'est pas un lieu d'habitation. Moi, ça m'est arrivé une fois sur l'un de mes garages. Le locataire ne payait pas, pas de bol pour lui, la porte était ouverte, il y avait sa voiture dedans. J'ai appelé l'huissier, il a mis un sabot à sa voiture. Donc c'est soit tu payes ton loyer de 60 euros, soit tu peux pas te servir de ta voiture. Autant dire que le loyer il est vite payé. Et puis surtout, même la procédure d'expulsion en 2 mois c'est fait parce qu'encore une fois c'est pas un lieu d'habitation. Donc dans ce cas précis, dans la situation de cette personne et dans ses objectifs, mon meilleur conseil c'est de dire t'embête pas, t'achètes un garage par an, c'est des petits investissements donc petits risques, tu diversifies un petit peu les secteurs, etc. Tu n'auras pas de travaux, rien à gérer derrière. Et si le locataire t'embête, tu le mets dehors facilement. Par contre, quelqu'un qui me dit, moi, je vais être rentier en 2 ans, faut surtout pas qu'il fasse ça, parce que sur un garage, tu vas gagner peut-être 5 ou 10 euros de cash flow, peut-être 20 euros, ça dépend des communes. Avant d'être rentier, il va falloir en acheter des dizaines, voire des centaines. Et acheter un garage à 10 000 euros, ça prend tant de temps que d'acheter un immeuble à 1 million. Donc, si tu veux aller vite et que tu as le budget, la stratégie immeuble
peut être une très bonne stratégie parce que ça prend exactement le même temps que tu achètes un immeuble en garage. Faut faire une étude de marché, aller voir les banques, visiter des biens, démarcher des agences immobilières, passer peut-être du temps sur les sites, analyser le bien, négocier, aller chez le notaire, décrocher ton crédit, signer l'acte. C'est les mêmes étapes. Que tu achètes un truc à 10 000 ou un truc à 1 million, que tu achètes un appartement ou un immeuble avec 10 appartements, c'est le même taf. Donc voilà, encore une fois, tout dépend de ta situation, donc ton budget, ton secteur, ton profil d'investisseur aussi, parce que tu vois, bah justement, c'est ce que je disais. Moi, quand j'étais sur place, j'étais sur un secteur propice à faire de l'achat-revente et des plus-values, donc c'est ce que j'ai fait. Le jour où je me suis dit, je veux me casser de la France, bah, je suis plus sur place pour pouvoir visiter constamment des biens, suivre des chantiers, faire des travaux, revendre le bien, etc. Donc c'est là que je me suis dit, ok, moi, mon profil d'investisseur maintenant, c'est d'avoir des rentes passives qui tombent toutes seules parce que je serai à l'autre bout du monde, j'aurai pas le temps de gérer des travaux. Donc, ta situation, tes objectifs, et de là, faire ce que j'appelle de l'immobilier sur mesure. C'est comme ça vraiment qu'on gagne de l'argent en immobilier, qu'on gagne un maximum d'argent. Et même si ton voisin, ton copain a gagné beaucoup d'argent en faisant de la LCD, peut-être que toi, il faut surtout pas que tu fasses ça parce que t'as pas le même budget, t'as pas forcément le temps de gérer des arrivées de clients tous les 2 jours, d'aller changer les draps, t'as pas forcément envie de déléguer ça à quelqu'un. T'es peut-être sur un secteur, enfin, t'as pas forcément envie de prendre des risques parce que la LCD, bah, on l'a vu pendant le Covid, tous ceux qui avaient des apparts en gros sur la Côte d'Azur, à la mer, destinée au tourisme pour l'été, et que d'un coup il y a plus de tourisme, bah ils se sont retrouvés avec zéro de loyer et un projet qui a complètement capoté. Et ils peuvent pas enchaîner, ils ont pas de cash flow, ils perdent même de l'argent, etc. Donc voilà, chaque type d'investissement a des avantages, des inconvénients. Ce qu'il faut, c'est juste connaître les avantages et inconvénients de chaque type de bien, de chaque type de location, de chaque type de régime fiscal, et ensuite vraiment adapter ça par rapport à ta situation et tes objectifs. Et quand tu sais faire ça, bah, c'est là que tu gagnes un maximum d'argent en un minimum de temps. Parfait. Bah, en tout cas, merci pour déjà tous ces conseils que tu as donnés depuis le début de la vidéo, hein. Donc, pour ceux qui nous regardent, nous écoutent, hein, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et aussi à aller suivre Sébastien sur son Instagram, donc du coup, qui s'affichera en dessous. Et dites-nous en commentaire aussi où est-ce que vous habitez. Alors, si vous habitez la Creuse, pas de souci, vous inquiétez pas, on vous aime quand Non, mais même. il y a des super projets à faire, hein. Mais encore une fois, il faut s'adapter. Dans la Creuse, tu vas faire des super cash flow, des super rentas. Par contre, tu feras pas ou peu de plus-value. Donc, si tu pars sur un achat-revente, tu risques de te planter. Donc voilà, si tu es dans la Creuse, bah, reste dans la Creuse si tu veux faire du cash flow. Si tu veux faire des plus-values, à 1 heure et demie de route de chez toi, peu importe où tu es dans la France, on peut trouver le secteur opposé. Aller sur un secteur plus cher. En fait, c'est assez simple, hein. Alors après, bien sûr, il y a l'histoire de faire des travaux, d'optimiser un bien, des divisions, etc. Mais en gros, le truc basique, je dirais que de zéro, enfin ça n'existe pas à zéro, mais de 1000 à 2000 euros le mètre, c'est des secteurs qui sont propices à faire de la renta et du cash flow, donc de l'investissement locatif. Entre 2000 et 3000 euros le mètre à peu près, c'est des secteurs où tu peux faire un peu les deux. Tu vas pouvoir faire du cash flow un petit peu moins que sur les secteurs vraiment pas chers, mais tu vas quand même pouvoir faire aussi peut-être certainement une jolie petite plus-value parce qu'on est quand même sur des secteurs bah, qui ont un certain coût et qui sont en principe assez dynamiques. Et sur les secteurs à 3, 4, 5, 10 000 euros, bah là, tu n'auras pas de renta, tu n'auras pas de cash flow, même avec toutes les connaissances du monde. Par contre, voilà, tu achètes une maison, je dis n'importe quoi, l'extrême, tu achètes une maison à 1 million d'euros à Saint-Tropez, les doigts dans le nez, avec un minimum de connaissances, tu la revends 1,1 million 6 mois plus tard. Et là, tu fais des grosses plus-values. Donc, il y a 3 types de secteurs. Et encore une fois, il faut juste savoir adapter. Et vraiment, j'ai fait cette étude avec plusieurs de mes élèves. Peu importe où tu habites dans la France, que ce soit en plein centre de Paris ou en plein centre de la Creuse, à 1 heure et demie autour de chez toi, on peut trouver le secteur opposé. Si tu es sur un secteur très cher, tu déplaces d'une heure et demie, bing, on peut trouver des secteurs à moins de 2000 euros le mètre et inversement. Donc, encore une fois, il faut juste savoir adapter ses projets par rapport à sa situation et à ses objectifs. Et je dirais que tes objectifs ont changé. Comme je te le disais moi-même, au début, c'était de faire des plus-values parce que j'étais sur un secteur qui s'y prêtait et que de faire 20 000 euros de plus-value, ça va beaucoup plus vite que de faire 20 000 euros de rente. Mais le jour où je me suis dit, je me casse à l'autre bout du monde, j'ai pas le temps pour gérer des chantiers, eh ben, j'ai changé de stratégie. Donc vraiment, à chaque projet, ta stratégie, ton type de bien peut changer parce que ton objectif a changé, ton budget a changé et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça le secret pour moi, c'est de savoir faire de l'immobilier sur mesure. Et pour ça, faut connaître voilà un petit peu toutes les méthodes pour savoir quelle est la bonne à un instant T par rapport à ta situation et tes objectifs.
Donc, vous voyez, hein, vous pouvez, peu importe votre secteur, hein, vous pouvez trouver un investissement qui est adapté à vous. Alors maintenant, on va parler de tes formations. Tu disais depuis 2020, Ouais, du coup, t'avais mis ton expérience et ton savoir au service du coup des autres. ouais, Est-ce que tu peux nous parler du coup de ta formation? Comment tu accompagnes les gens? ouais. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Voilà, moi, je veux tout savoir Yes, sur ta formation. yes. Bah, encore une fois, j'avais pas prévu de faire ça. Et donc, quand je me suis donné cette mission, en fait, pour moi, c'était à un moment donné une mission de vie. Quand je voyais qu'au quotidien, j'avais des questions et qu'effectivement, j'avais de l'expérience pour pouvoir aider des gens déjà à éviter les erreurs, parce que j'en ai vu toute ma vie, j'ai vu des gens tout perdre à cause d'un projet immo raté, mais aussi bah, à sortir un peu de ce système, enfin complètement même, métro boulot dodo, la rat race et gagner en liberté et en joie de vivre, je dirais. Et ben pour moi, c'est devenu évident qu'il fallait que je fasse ça. C'était comme une mission de vie, une légende personnelle de transmettre mon expérience. Du coup, j'ai fait ma petite étude de marché. J'ai analysé un petit peu ce qui existait déjà sur le marché. Donc, il y a des centaines et des centaines de formations sur le marché. Il y en a forcément des très bonnes, il y en a des moins bonnes. Mais surtout, je me suis rendu compte qu'effectivement, voilà, il y avait beaucoup de formations qui reposaient sur une seule stratégie. Comme je disais, voilà, soit garage, LCD, achat-revente, investissement locatif, immeuble, etc. Et comme je disais, ça peut être très bien pour une personne et très nul pour l'autre. Et donc, j'ai voulu vraiment prendre un petit peu le contre-pied de tout ça et créer une formation qui explique un peu toutes les stratégies, tous les types de biens, tous les types de locations, pour justement les gens puissent faire de l'immobilier sur mesure. Et en fait, j'ai travaillé presque un an pour créer cette formation. Aujourd'hui, c'est concrètement, vous pouvez le vérifier sur le programme, la plus complète du marché. Il y a 60 heures de vidéo, 150 documents. Donc, il y a des gens qui me disent c'est trop long, j'ai pas le temps, machin. Mais au final, quand ils se lancent dans leur projet, ils se rendent vite compte qu'ils vont y passer beaucoup plus d'heures que ça s'ils n'ont pas de méthode. Et encore une fois, c'est une formation qui t'apprend l'investissement locatif, qui t'apprend l'achat-revente, mais pas que, qui t'apprend aussi à obtenir ton crédit, bien entendu, à justement à définir un projet sur mesure, à gérer tes travaux ou ta déco, à optimiser ta fiscalité. Et le reste, parce qu'en fait, certains pensent qu'un projet immobilier s'arrête au moment où tu as acheté. En fait, c'est là où il commence. Derrière, il va falloir louer, il va falloir gérer et il va falloir vendre. Et donc, moi, j'ai mis tout ça dans la formation. Après, tu n'es pas obligé de tout regarder. Tu peux regarder aussi que ce qui t'intéresse. Donc, tu n'as pas acheté de bien, tu n'as pas besoin de regarder le module, savoir comment le vendre. Pour l'instant, on peut le mettre de côté, puis tu regarderas ce module au moment où tu voudras le vendre. Mais j'ai vraiment tout mis. Donc, en fait, ça aidera aussi bien les gens qui veulent faire du locatif que de l'achat-revente, même quelqu'un qui va acheter une résidence principale, quelqu'un qui veut louer seul un bien, quelqu'un qui veut gérer seul un bien, quelqu'un qui veut vendre seul un bien. Et cette formation, voilà, il y a beaucoup de formations aussi qui sont peut-être très bonnes, mais qui durent 5, 6, 7, 8 heures de vidéo. Donc même si 8 heures de vidéo sont excellentes, je vois pas comment en 8 heures seulement tu peux tout savoir en détail. Et malheureusement, l'immobilier, c'est quand même un domaine qui est assez large. Il y a du juridique, il y a la technique de bâtiment, il y a du public relation, il y a de la fiscalité, etc. Même si tes 8 heures, elles sont excellentes, tu peux pas tout savoir en détail. Et donc, du coup, il y a encore des gens, soit qui, après avoir regardé ces formations, se disent, merde, finalement, là, aujourd'hui, je dois aller voir un agent. Concrètement, qu'est-ce que je lui dis? Comment je présente ma demande? Ou comment je fais ci? Comment je fais ça? Donc, soit qui se lancent toujours pas, soit qui se lancent et en faisant encore des erreurs. Et moi, j'ai vraiment voulu faire une formation ultra complète pour vraiment expliquer comme un enfant de 10 ans. Je pense un enfant de 10 ans est capable de le faire avec ma formation, étape par étape et en expliquant en détail quoi faire, dans quel ordre le faire, quand le faire, comment le faire. Donc, il suffit en fait de suivre les vidéos dans l'ordre, d'appliquer au fur et à mesure. Et en principe, mes clients, 3 mois plus tard, sont chez le notaire en train de signer un projet ultra rentable alors qu'ils étaient complètement débutants juste avant. Donc voilà, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de très complet, très détaillé, certes, qui est en principe plus long que les autres formations qu'on trouve sur le marché. Je dis pas que c'est mieux, mais en tout cas, c'est plus complet et plus détaillé. Et donc, il y a plus de doute, je dirais. Tu sais exactement quoi faire. Ne serait-ce, par exemple, signer un contrat de location. J'ai eu l'occasion de voir certaines formations donc que je nommerai pas, hein, mais qui donnent les contrats de location qu'on trouve gratos sur Google. Voilà, moi d'expérience, je suis allé plusieurs fois au tribunal pour représenter mes clients. Quand tu as un contrat de loc qui tient sur une page recto verso, tu vas pas pouvoir te défendre et faire valoir tes droits en tant que propriétaire bailleur si tu as des problèmes avec le locataire.
Moi, le contrat, par exemple, c'est juste un exemple qu'il y a dans ma formation. C'est rédigé par avocat, il fait 50 pages et il y a une vidéo d'1 heure avec pour que je t'explique en détail qu'est-ce que ça veut dire, comment le remplir, etc. Donc, c'est vraiment voilà une formation ultra complète, ultra détaillée, qui est adaptable à tout type de niveau. C'est bien pour les débutants, c'est parfait, mais quelqu'un qui a déjà fait des investissements va forcément apprendre des choses parce que c'est une formation qui est basée sur mon expérience du terrain. C'est pas juste ce qu'on trouve dans les livres ou sur YouTube. C'est vraiment, j'ai mis mon expérience du terrain. Et si tu connais un tout petit peu l'immobilier, tu te rends vite compte que chaque projet, il y a des particularités, des nouveautés, des nouveaux problèmes, des nouvelles solutions. Donc j'ai vraiment mis, voilà, il y a la partie théorique, bien entendu, mais aussi la partie pratique dans cette formation. Et j'ai voulu aller au bout de la démarche, pas juste apprendre à acheter pas cher, louer cher et bing, t'es entier, mais aussi voilà, apprendre à louer seul, à gérer seul, à vendre seul, à gérer tes travaux, etc. Même si ça, c'est des étapes qu'on peut déléguer, que d'ailleurs je conseille au bout d'un ou deux projets de déléguer. Euh, et bien le fait d'avoir des connaissances, de savoir c'est quoi louer un bien concrètement ou c'est quoi gérer un bien concrètement, ça va te permettre de savoir à qui déléguer. Ça aussi, je l'ai vu beaucoup de fois, des gens qui veulent voilà confier la gestion de leurs biens à une agence immobilière et qui, en gros, vont signer un contrat avec l'agent IMO qui a l'air le plus sympa. Sauf que la gestion immobilière, c'est pas juste encaisser un loyer, il y a plein d'étapes à respecter, des délais à respecter. Et comme je le disais, si déjà toi, tu respectes pas tes obligations en tant que proprio, le jour où ton locataire paye pas ou dégrade quelque chose, tu pourras rien faire. Donc le fait d'avoir ces connaissances, de savoir concrètement c'est quoi la gestion locative, quand tu vas aller rencontrer des agences immobilières pour leur filer un mandat de gestion, tu sauras à qui le confier. Quand tu sais, quand tu as un minimum de base sur la fiscalité, même si tu sais pas en détail tout, quand tu vas aller voir deux, trois experts comptables pour savoir à qui tu confies tes projets, tu vas tout de suite voir qui a compris l'immobilier et qui va pouvoir réellement t'aider. Donc voilà, ça te permet de le faire toi-même tout seul, mais aussi de savoir bien déléguer derrière. Donc voilà, formation ultra complète, tous les documents, qui est vraiment tourné vers l'action, c'est-à-dire c'est pas, je le dis plein de fois dans ma formation, mais c'est pas une série Netflix que tu regardes et à la fin des 60 heures tu sors de chez toi. Là, c'est vraiment à chaque module, tu passes à l'action et dès le module 2, où je parle d'aller voir des banques pour déjà définir ton budget avant d'aller chercher un bien, je t'explique comment tu vas avoir une banque, bing, tu vas avoir une banque. Ensuite, tu rentres chez toi, tu regardes la vidéo d'après, etc. Et en fait, déjà, juste à la moitié de la formation, tu es chez le notaire en train de signer ton compromis. Après, c'est voilà l'obtention du crédit, les travaux, la mise en location, etc. Donc déjà, tu as seulement besoin, entre guillemets, de faire 30 heures de formation pour déjà être chez le notaire en train de signer un investissement locatif beaucoup plus rentable que la moyenne française. Ensuite, voilà, tous les documents, les vidéos. En termes d'accompagnement, il y a plusieurs choses. Déjà, je prends tous mes nouveaux élèves au téléphone dès leur arrivée, dans la semaine qui suit leur inscription à la formation. En tout cas, je leur propose, quasiment 100% ont bénéficié de cet appel, soit en appel téléphonique, soit en visio, pour, comme je le disais, connaître mon client en fait. Quelle est ta situation? Combien tu as de budget? Est-ce que tu as de l'apport? Où est-ce que tu vis? Etc. Quels sont tes objectifs? Parce que derrière, justement, je fais du suivi avec mes clients. Et si je sais pas sa situation et ses objectifs, je vais pas pouvoir lui donner les bons conseils. Encore une fois, l'immobilier, pour moi, c'est du sur-mesure. Et donc, si je sais pas qui est en face de moi, je vais pas lui donner les bons conseils. Donc, je prends tous mes nouveaux élèves au téléphone ou en visio pendant entre 1 et 2 heures. Ça fait partie du prix de la formation. Ensuite, on a un groupe privé sur Facebook avec les membres de la formation où déjà ils peuvent échanger, s'entraider entre eux, partager leurs feedbacks, leurs expériences, etc. Il y a déjà beaucoup d'élèves qui ont eu des super résultats, donc qui sont capables de répondre à plein de questions. Le fait d'être dans un groupe aussi de gens qui ont en principe les mêmes objectifs, la même formation, c'est quand même aussi ultra motivant. Parfois, j'ai des gens qui disent ah bah merde, j'ai vu deux banques, j'arrive pas à avoir un prêt à 110%. Et bing, il y en a un qui l'a eu hier, il lui explique comment faire, etc. Et moi, personnellement, dans les 24 heures aussi, je réponds à toutes les questions. Encore une fois, de manière personnalisée, puisque je sais qui me pose la question, quel est son objectif. Donc il y a un vrai suivi. Et ensuite, je fais en visio, sur Zoom, 2 lives par mois avec, donc, encore une fois, les élèves de ma formation pour répondre à toutes leurs questions, que ce soit sur la formation ou sur leurs projets en cours. Par exemple, tiens, j'ai visité ça hier, voilà les photos, voilà mon étude de marché, qu'est-ce que vous en pensez? On étudie le truc ensemble et on valide. Et ça, je pense, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens, même avec une formation ou avec après avoir lu plein de bouquins, qui au moment où faut prendre la décision, quel prêt choisir,
est-ce que c'est le bon bien, est-ce que c'est mes bons calculs, est-ce que j'ai un oublié et ainsi de suite. Bah, ont peur, se retrouvent dans une certaine solitude et du coup passent pas à l'action. Et le fait de pouvoir parler avec moi et les autres membres de la formation et de valider des points importants, ça rassure aussi beaucoup et ça permet vraiment d'avancer dans les différentes étapes et de passer sereinement à l'action et de réaliser des projets assez rapidement, même si, comme je disais, ils étaient bien souvent débutants quand ils ont rejoint la formation. Donc voilà, formation ultra complète et ensuite le suivi qui pour moi est primordial. Hein. Une formation, elle peut être même la plus complète, la plus détaillée. Comme je dis, l'immobilier, c'est du mesure. Les gens ont besoin de se rassurer, même s'ils ont tout juste, ils ont fait une étude de marché, elle est clean, ils ont fait leur tableau de calcul du cash flow, il est complètement juste, etc. Bah, juste de valider, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai rien oublié? Oui, c'est bon. Hop, ils passent à l'action et ils ont des résultats. Donc voilà. Bon, parfait. Merci pour toutes ces infos. De toute façon, si vous êtes intéressé, vous aurez le lien pour rejoindre la formation de Sébastien en description. Et puis, vous avez aussi son Instagram, du coup, qui s'affichera. Bah, écoute, Sébastien, je te remercie pour ton temps et tous tes conseils et tout ton partage d'expérience et de ta vie aussi. On en sait beaucoup plus Ouais, sur toi. Je te souhaite de passer une excellente journée. merci. Et puis, je te dis à plus tard. Et pour les autres, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. À plus tard. Ciao, ciao. Merci. À bientôt. Ciao.